Vous allez maintenant entendre un son qu'aucun être humain sur Terre n'a entendu depuis des milliards d'années. Ce n'est pas un effet spécial, ni un effet généré par ordinateur, ni le travail d'un ingénieur du son. Ce son a été enregistré par le microphone du rover martien, directement à la surface de Mars, au moment précis où un véritable vent martien soufflait au-dessus du désert rouge. Imaginez, il y a près de 300 millions de kilomètres d'espace entre vous et ce son. Mais comment les scientifiques ont-ils réussi à entendre une autre planète? Et quels autres sons les mondes du système solaire cachent-ils? La Lune. Si mystérieuse, attirante et énigmatique. Le seul satellite de la Terre, sa compagne éternelle. Il semble qu'elle ait déjà été étudiée de fond en comble. Des hommes et des sondes se sont posés sur la Lune. Des échantillons de sol lunaire sont déjà passés entre les mains des scientifiques et ils ont même essayé d'y faire pousser certaines plantes terrestres. La face cachée de la Lune n'est plus un mystère depuis longtemps et dans l'ensemble, nous en savons pratiquement tout. Mais quelles questions restent encore à l'humanité? Et si ces questions étaient justement les plus importantes pour nous? En effet, l'influence de la Lune sur la Terre est bien plus grande que vous ne le pensez. Et elle ne se limite pas seulement aux marées et à l'insomnie lors de la pleine lune, comme vous avez l'habitude de le penser. Et si nous essayons de répondre aux questions les plus importantes sur la Lune? Comment en fait la Lune est-elle apparue? Et d'où viennent les échantillons de roches terrestres à sa surface? Est-il vraiment vrai que sans la Lune, la vie sur Terre n'aurait tout simplement pas été possible? Et si à la place de la Lune, il y avait eu d'autres planètes du système solaire? Attachez vos ceintures, nous allons voyager dans le temps pour observer une planète qui n'a pas encore connu l'humanité. Voir une catastrophe d'une ampleur cosmique qui a peut-être donné naissance à la vie sur Terre et nous a offert notre satellite. Et découvrir à quel point la Lune a eu une influence cruciale sur notre Terre-mère. Hubble, abonnez-vous pour commencer, rappelons-nous ce que nous savons sur la Lune. La Lune est un satellite relativement grand par rapport à la taille de la planète. Son diamètre est de 3474 km, tandis que le diamètre de la Terre elle-même est de 12 742 km. De telles proportions sont très rares dans le système solaire. Seul Pluton possède une lune de grande taille, mais il a récemment perdu son statut de planète à part entière et est devenu une planète naine. En ce qui concerne la Terre, les planétologues estiment que la Lune stabilise l'orbite de notre planète et en particulier l'inclinaison de son axe de rotation qui détermine les saisons. Certains pensent que sans la Lune, l'inclinaison de l'axe de rotation pourrait changer considérablement au cours de plusieurs millions d'années. Cela entraînerait une instabilité des conditions climatiques, rendant l'environnement moins propice au développement de la vie. De plus, la présence de la Lune a augmenté la durée du jour. N'oublions pas non plus que la Lune, grâce à sa capacité de réflexion, nous offre un éclairage nocturne et que ses forces magnétiques aident à réguler le niveau des eaux sur Terre. Le programme Apollo a grandement contribué à l'étude de la Lune. Des échantillons de sol lunaire ont pu être rapportés sur Terre. Un véritable trésor pour ceux qui voulaient vraiment en savoir plus sur l'origine de notre satellite. L'une des découvertes les plus étonnantes faites par les scientifiques dans ce domaine a été le fait que la composition de ce sol ressemblait de façon surprenante à celle des couches externes des roches terrestres. Par exemple, si l'on prend un élément comme l'oxygène et que l'on examine la répartition de ces isotopes, on peut conclure que leur composition est presque identique dans le sol lunaire et terrestre. En revanche, si nous essayons de comparer le sol terrestre avec, disons, celui de Mars, leur composition sera radicalement différente. Une autre découverte importante a été que les roches lunaires sont beaucoup plus sèches que celles de la Terre. On avait l'impression que la roche lunaire avait été exposée à des températures extrêmement élevées et avait perdu les éléments susceptibles de s'évaporer facilement. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Est-ce que cela signifie que la Lune a autrefois fait partie de la Terre? De plus, cela suggère que le processus de formation de la Lune est lié à un phénomène extrêmement destructeur, à savoir la collision de notre Terre avec un corps céleste massif. Est-ce vraiment vrai? Et la Lune est-elle apparue de cette manière?
Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Terre a acquis sa fidèle et pâle compagne, mais la plus probable d'entre elles est connue sous le nom de modèle de l'impact géant. Selon cette hypothèse, il y a plusieurs milliards d'années, un objet de la taille de Mars est entré en collision avec notre planète. Comme l'impact a eu lieu de façon tangentielle, sinon la Terre aurait tout simplement explosé, cet objet soit a rebondi dans l'espace après avoir heurté la Terre, soit il s'est entièrement enfoncé en elle, s'enfonçant à l'intérieur. Les morceaux de roche et de magma que la Terre a projetés lors de l'impact sont allés en orbite autour de la Terre, et là, pendant des millions d'années, ils se sont rassemblés en un seul objet qui, grâce à la rotation, a pris une forme sphérique. Et si cette collision n'avait pas eu lieu ? Et si à ce moment-là, il y avait eu des gens sur la planète ? Revenons environ 4,6 milliards d'années en arrière, lorsque des centaines de toutes jeunes planètes ont commencé à se former autour d'un nouvel astre, notre Soleil. Parmi elles, il y avait la petite Vénus et la petite Terre. Leur trajectoire était très différente de celle d'aujourd'hui, elles étaient beaucoup plus chaotiques, donc les collisions étaient inévitables. Imaginez une course sans règles. Un tas de voitures à des vitesses différentes tournent en rond, dans notre cas autour du jeune Soleil. Elles se dépassent et entrent souvent en collision. La Terre et Vénus ont réussi dans cette course, elles sont devenues de véritables dévoreuses de planètes plus petites. Ces planètes se ressemblaient au tout début de leur existence. Mais il s'est passé quelque chose qui a rendu les deux sœurs complètement différentes. Et ce quelque chose, ce furent les collisions avec d'autres corps célestes que Vénus et la Terre ont subies, et qui, en fait, ont changé à jamais le destin de ces deux mondes. Ainsi, deux objets entrent en collision avec la Terre et Vénus, et ces deux impacts ont d'énormes conséquences pour les deux planètes. Que se passe-t-il alors ? L'impact qui a eu lieu avec la Terre fait tourner la planète plus rapidement, il l'accélère. Grâce à cela, un champ magnétique puissant se forme autour de la planète, ce qui lui a permis d'être protégée de la majeure partie du rayonnement solaire, et c'est ce qui a permis à la vie de se développer plus tard sur Terre. De plus, grâce à cet impact, la Terre a acquis l'inclinaison de son axe, ce qui a provoqué l'apparition de l'alternance des saisons. Est-ce que la même chose s'est produite avec Vénus, et la vie aurait-elle aussi pu y apparaître ? Hélas, non. Quand un objet similaire, mais de plus grande taille, a percuté Vénus, son impact n'a pas seulement réussi à arrêter la rotation de Vénus, il a aussi forcé la planète à tourner dans le sens inverse. De plus, sa rotation est presque 243 fois plus lente que celle de la Terre. Comment cette catastrophe a-t-elle pu influencer l'avenir de Vénus ? En fait, la vitesse de rotation de la planète est devenue insuffisante pour que son noyau puisse commencer à générer un champ magnétique puissant. Il s'avère que la surface de Vénus est restée sans défense face au flux mortel de particules projetées par le Soleil. La planète hypothétique qui aurait arraché un morceau de la Terre, morceau qui est ensuite devenu la Lune, est appelée Theia. Il s'avère donc que la collision entre la Terre et Theia a été la dernière grande catastrophe que notre planète ait connue. Pouvez-vous imaginer ce qui nous arriverait si une planète de taille similaire entrait en collision avec la Terre aujourd'hui ? Une chose est sûre, l'humanité n'aurait aucune chance de survie. Une vague de flammes brûlerait complètement l'atmosphère. Les fragments des deux planètes commenceront plus tard à former un nouveau monde, où il n'y aura plus de place pour l'homme ni pour aucune des formes de vie qui peuplaient la Terre jusque-là. Je n'aimerais vraiment pas vivre une telle catastrophe, mais en réalité, nous devons sans aucun doute être reconnaissants envers Theia, car sans la Lune, la vie sur notre planète serait radicalement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. De nombreux spécialistes doutent d'un même de la possibilité du développement de la vie sur Terre sans la présence d'un satellite naturel aux caractéristiques similaires à celles de notre Lune. Ceci fait partie de la soi-disant hypothèse de la Terre unique que nous analyserons certainement dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, essayons d'imaginer ce qui se passerait si, à la place de la Lune, il y avait d'autres planètes du système solaire. Dans le cas de Vénus, grâce à sa grande taille et à sa capacité de réflexion étonnante, nous aurions des nuits comparables à nos crépuscules actuels du début de soirée.
De plus, la sœur de la Terre aurait peu de chances de devenir son satellite car elle est bien trop grande. Si Vénus devait tourner autour de la Terre à la même vitesse que la Lune, tôt ou tard, leur trajectoire finirait par se croiser et nous aurions une nouvelle catastrophe. C'est presque la même chose pour Mars. Si vous aviez eu la malchance de vous trouver sur la planète Terre au moment où Vénus ou Mars deviendraient un satellite naturel de notre planète, il aurait fallu se préparer à diverses conséquences catastrophiques, tsunamis, élévation brutale du niveau de la mer, augmentation catastrophique de la lumière solaire réfléchie par le satellite. N'oublions pas les changements de trajectoire des deux planètes, bien que dans le cas de Mars, certains spécialistes admettent la possibilité que la Terre et Mars deviennent une sorte de mini-système planétaire, maintenant un certain équilibre, sans collision ni catastrophe cosmique majeure. Et que se passerait-il si la taille du satellite potentiel dépassait celle de la Terre ? Notre planète, si elle se retrouvait à une courte distance de Jupiter, deviendrait elle-même un satellite du géant gazeux. La force d'attraction terrifiante du géant détruirait notre planète, la broyant progressivement et l'absorbant morceau par morceau. Presque le même sort nous attendrait si nous étions à proximité immédiate de Saturne, alors réjouissons-nous que ce soit notre petite et accueillante Lune qui se trouve à nos côtés. Qu'a-t-elle donc fait d'autre pour la Terre, en dehors du simple fait de son apparition ? C'est étonnant, mais certains pensent que le satellite de notre planète a joué un rôle décisif dans notre existence à tous. Et il ne s'agit plus de la catastrophe qui a forcé la Terre à tourner plus vite. Mais comment donc ? Vous vous souvenez que la Lune est responsable des marées de l'océan mondial ? Les scientifiques pensent que les marées ont été le déclencheur de l'apparition de la vie sur Terre. Lorsque la substance présente dans les océans primitifs se mélangeait à l'eau, des conditions particulières se créaient dans la zone de marée. Ensuite, l'eau s'évapore sous l'effet du soleil. Pendant la marée, l'eau revenait et recouvrait les rochers. Dans ces conditions, sur les roches qui s'humidifiaient et séchaient, a commencé à se former ce qui, bien plus tard, deviendrait la vie. À partir de substances simples, dans de telles conditions, sont apparues des molécules très complexes. L'ARN, l'un des composants fondamentaux des cellules vivantes, a pu apparaître pour la première fois grâce aux marées, contrôlées par le mouvement de la Lune. Les zones de marée étaient de véritables laboratoires chimiques de cette époque, des laboratoires où la vie elle-même a vu le jour. Cela peut sembler absurde pour l'homme moderne, mais après avoir appris tant de faits remarquables sur notre voisine la plus proche dans l'espace, on ne peut guère s'étonner que l'image de la Lune ait été divinisée et célébrée dans les cultures du monde au fil des siècles. Mais même aujourd'hui, nous pouvons regarder le disque lunaire ou le croissant avec gratitude et curiosité. Après tout, qui sait combien de merveilles sont cachées dans cet astre mystérieux si proche et en même temps si lointain. Le Congo et les pays voisins. De partout, on nous effraie avec des cataclysmes de toutes sortes et on affirme que la Terre, en tant que berceau de l'humanité, est littéralement à l'agonie. Mais nous vous proposons de ne pas paniquer et de porter votre attention sur les autres planètes du système solaire qui sont au nombre de 7 en plus de la nôtre. Il faut rendre hommage aux astronomes terrestres. Pendant tout ce temps, ils ne sont pas restés les bras croisés, mais ont tenté d'étudier activement les planètes voisines à l'aide d'équipements modernes et de sondes. Petit à petit, ils ont même atteint Uranus, si lointain et brumeux. Mais c'est un géant gazeux, sans surface solide sur laquelle on pourrait atterrir. De plus, il est complètement gelé, allez-vous objecter. Et alors ? Comme le disait le héros d'un célèbre film, rien n'arrête les patriotes. Regardons Uranus à travers les yeux de Voyager 2, la seule sonde à avoir visité les environs de la Terre. Alors, à quoi ressemble ce géant gazeux bleuâtre, constamment couché sur le côté et gelé ? Ce monde est aussi différent du nôtre qu'un ballon de basket l'est d'un oursin. Il fait très froid sur Uranus. Si vous vous installiez là-bas, il vous faudrait supporter une température de moins 224 degrés Celsius et aussi vous habituer au fait qu'il n'y aurait jamais de sol sous vos pieds. Ce serait comme vivre parmi les nuages.
Les états d'agrégation de la matière n'ont pas de frontières nettes ici. Le gaz se transforme progressivement en liquide, qui à son tour devient une sorte de solide. Sur la planète, on sent partout des odeurs de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac, d'œufs pourris et d'urine. Uranus est 60 fois plus grand que la Terre. Ici, des vents soufflent à une vitesse de 824 km/h. Et il y a presque constamment des orages qui surpassent tous ceux de la Terre réunis. L'endroit, bien sûr, n'est pas terrible, il faut aimer ça. Ajoutez à cela un hiver de 42 ans et d'autres saisons d'une durée similaire. Il n'est pas étonnant que la planète ait été ignorée aussi longtemps, n'est-ce pas ? Mais en 1986, une sonde de la NASA, appelée Voyager 2, est tout de même passée près d'Uranus. Et bien que la visite ait été de transit et la rencontre assez brève, la sonde a réussi à photographier le système d'Uranus avec ses anneaux et ses satellites les plus proches. Uranus en fausse couleur, anneau externe d'Uranus. Miranda, lune d'Uranus. Les couleurs d'Uranus, la couleur réelle à gauche et des vues d'Uranus en fausse d'incouleur. Le 17 janvier 1986, à une distance de 5,7 millions de miles, trois lunes découvertes par Voyager 2, 1986 U1, 1986 U3 et 1986 U4. Le 18 janvier 1986, à une distance de 4,8 millions de miles, Oberon. La meilleure image d'Oberon montre des cratères et un grand pic sur le bord inférieur de la Lune. Le 24 janvier 1986, à une distance de 410 000 miles, le système d'anneaux. Une vue arrière montre une répartition continue de petites particules dans tout le système d'anneaux. Le 24 janvier 1986, à une portée de 147 000 miles, lorsque le chef de projet Edward Stone a fait le point sur la mission, il a déclaré qu'aucune sonde n'avait jamais vu un système aussi inhabituel. Les scientifiques ont été particulièrement impressionnés par la soi-disant queue magnétique découverte par Voyager de près du géant de glace, ainsi que par les paysages de Miranda, l'un des satellites les plus proches de la planète. Sur les photos transmises par la sonde, on distingue clairement qu'une incroyable fusion de mondes hétérogènes s'est produite sur la Lune uranienne pour des raisons inconnues. Des vallées et des canaux martiens, des failles mercuriennes les plus profondes, des sillons de Ganymède et d'énormes cratères lunaires. Ici, au moins 10 types de reliefs se sont réunis. De plus, entre autres, l'appareil a analysé l'atmosphère d'Uranus en passant, a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 satellites encore inconnus auparavant. Comme on dit, tout ce qu'il a pu faire. Mais pourquoi aucune autre sonde n'est-elle allée rendre visite au géant ? La situation déplorable s'est produite pour la même raison que dans le cas de le lointain Neptune. L'endroit étudié ne se trouve pas incroyablement loin. Tout d'abord, avec le niveau actuel de la technologie, un vol vers Uranus prendrait au moins 15 ans et serait accompagné de multiples manœuvres gravitationnelles. Deuxièmement, aucun panneau solaire ne fonctionnerait à une distance de 3 milliards de kilomètres car Uranus tourne 20 fois plus loin du Soleil que la Terre. Cela signifie donc qu'il faudra utiliser une source d'énergie nucléaire, ce qui est bien plus complexe et coûteux. Le problème suivant est la transmission adéquate des données. En effet, il n'y a aucun sens à organiser une expédition longue et coûteuse qui enverrait sur Terre des photos de la qualité du siècle dernier.
Il est donc tout à fait logique de se poser la question de l'équipement de la station uranienne avec une énorme antenne et de la construction d'un récepteur terrestre de dimensions gigantesques. Et enfin, le dernier obstacle, l'équipe de spécialistes supervisant le vol. En effet, pendant ce temps, les rangs du personnel peuvent de bien s'éclaircir. Nous n'avons même pas encore abordé la question de l'équipement de la sonde. En un mot, la tâche sera extrêmement difficile, mais réalisable. Maintenant, la question principale. Pourquoi ces efforts incroyables sont-ils nécessaires, à part pour comprendre les principes de formation des géantes de glace et de leur système ? Mais il y a des raisons solides. La première, c'est l'extraction de ressources précieuses, et la seconde, la possible colonisation de la planète. Oui, vous avez bien entendu. Un corps céleste sans surface peut être colonisé par des colonies humaines. Commençons donc par les usines d'extraction de l'hélium-3, un élément abondant dans l'atmosphère d'Uranus. Comment réaliser ce plan ? Tout d'abord, il faut construire une base sur l'un des satellites. Ensuite, il est nécessaire d'envoyer sur Uranus une armée de robots télécommandés qui pomperont les flux atmosphériques, les filtreront, les feront passer par des centrifugeuses et les liquéfieront. Pour réaliser ce processus, il sera probablement créé une base dérivante, alimentée par du combustible thermonucléaire et située directement dans l'atmosphère d'Uranus. Compte tenu de la vitesse de libération d'Uranus, la plus faible parmi tous les géants, le transport des cargaisons ne posera sûrement pas de problème. Aussi avancés que soient les robots que nous utiliserons, il sera difficile de déployer et de lancer une telle production sans la participation humaine. C'est pourquoi la question de l'organisation des colonies se pose d'elle-même. Mais où peut-on réaliser ce projet à part sur les satellites ? En effet, il n'y a pas de surface sur Uranus. C'est élémentaire. Là-bas, dans l'atmosphère, par exemple, si l'on remplit d'énormes ballons d'hydrogène, ils pourront maintenir en l'air des villes entières et la gravité y sera similaire à celle de la Terre. Pour réaliser ne serait-ce qu'une partie des plans napoléoniens, il faut d'abord lancer au moins une autre mission dans cette direction. La NASA parle depuis longtemps d'un tel projet, mais en raison de son coût élevé et de son inachèvement, le processus est constamment repoussé. Pendant ce temps, la prochaine fenêtre de lancement pour un vol vers Uranus se situe entre 2030 et 2034. Dans ces conditions, le trajet durera environ 12 ans. Mais si tout ce qui est prévu se réalise, le monde attend tout un bouquet de sensations. Il est difficile de l'affirmer avec certitude, car le système d'Uranus est l'un des endroits les moins explorés. Il semble que 54 ans se soient déjà écoulés, mais la mission légendaire de Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins reste encore dans toutes les mémoires. Et, comme vous le comprenez, ce vol a eu lieu il y a très longtemps. Pendant ce temps, la science spatiale a énormément progressé, les technologies modernes font vraiment des miracles, surtout dans le domaine de l'exploration de l'univers. Cependant, réfléchissez-y. La dernière mission d'alunissage humain a eu lieu en 1972. Pourquoi n'effectue-t-on plus de vols vers le satellite de la Terre aujourd'hui ? Quelle en est donc la raison principale ? Vous avez sûrement d'abord pensé à diverses théories du complot, que le vol vers la Lune aurait en réalité été filmé en studio, que c'est la plus grande falsification de l'histoire, et ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous n'allons pas les examiner, mais nous dirons que toutes ces théories se résument à une seule question. Si les alunissages ont déjà été réalisés avec succès auparavant, pourquoi est-ce impossible aujourd'hui, à l'ère des technologies modernes ? Impossible de répondre brièvement à cette question. La situation est loin d'être aussi simple qu'elle peut le paraître aux adeptes des théories du complot. Pour commencer, nous devons comprendre le contexte historique dans lequel l'idée de faire atterrir un homme sur la Lune est née et comment ce projet a ensuite été réalisé. Comme vous vous en souvenez, c'était alors le plein essor de la guerre froide, qui, dans les années 60, a pris la forme d'une course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. C'est justement ce dernier qui a pris de l'avance. D'abord, l'Union soviétique a créé le premier satellite artificiel qui est allé en orbite, puis a envoyé dans l'espace le premier homme, Youri Gagarin.
Après évaluation, les États-Unis ont estimé devoir agir plus ambitieusement pour prendre l'avantage. Ils ont choisi d'envoyer un homme sur la Lune. Comme vous pouvez le comprendre, les États-Unis étaient avant tout motivés non pas par la recherche, mais par des raisons purement politiques. Et donc, l'alunissage des astronautes a eu lieu, des points ont été marqués dans cette course, et par conséquent, l'intérêt pour tout cela a commencé à diminuer progressivement. La NASA l'a très bien ressenti. Leur budget a été fortement réduit. À cause de cela, les futures missions Apollo ont été menacées. Une telle mission nécessitait plus d'1 milliard de dollars de budget. Ainsi, le nombre de missions a commencé à diminuer, car en réalité, personne n'y était vraiment intéressé. L'absence de motivation à être les premiers, à surpasser un autre pays, a joué un rôle important ici, car déjà au XXIe siècle, les États-Unis n'avaient pratiquement plus de concurrents aussi puissants dans le secteur spatial. C'est ainsi que les futurs alunissages humains ont perdu tout leur sens, aussi triste que cela puisse paraître. Et même aujourd'hui, il est difficile pour la NASA de supporter financièrement un tel projet. Habituellement, le développement d'une seule fusée porteuse peut coûter, disons, 50 à 60 milliards de dollars, alors qu'en 2022, le budget de la NASA était de 24 milliards de dollars. Comme vous pouvez le comprendre, ce n'est pas beaucoup en comparaison. Ici, une autre question se pose, il y a le module lunaire, il y a la fusée. Pourquoi ne peut-on pas organiser un alunissage avec tout cela ? En fait, il n'est même pas nécessaire d'investir dans la création de ces appareils à partir de zéro. Le fait est que le module lunaire et la fusée ont été développés dans les années 60 pour la mission Apollo. Ces technologies sont désormais obsolètes après de nombreuses années. Le processus technologique qui permettait d'entretenir ces objets a beaucoup changé depuis. Par conséquent, il est difficile d'assurer la sécurité. Et aujourd'hui, il n'y a plus autant de spécialistes capables de travailler avec des programmes des années 60. Aujourd'hui, concevoir des modèles et des fusées avec les technologies modernes permet d'obtenir la solution la plus optimale et nécessite un budget relativement moindre. La Lune joue aujourd'hui un rôle un peu différent de celui des années 60. À l'époque, elle était considérée comme l'un des outils pour atteindre des objectifs politiques. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux objets de recherche scientifique. Un grand nombre de missions sont organisées vers la Lune. Par exemple, la station interplanétaire automatique chinoise Chang'e 5 a collecté des échantillons de sol lunaire en 2020. Il y a aussi de très bonnes nouvelles pour nous. La NASA prévoit en effet d'envoyer sur la Lune d'ici la fin de cette décennie une équipe d'astronautes qui comprendra aussi la première femme. Il s'agit de Christina Koch. Et elle détient le record du plus long vol spatial parmi les femmes, 328 jours, 13 heures et 58 minutes. En avril 2023, la NASA l'a présenté comme l'un des membres d'équipage dans le cadre de la mission Artemis. Cook occupera le poste de spécialiste de vol. Dans le cadre de la mission Artemis 2, il est prévu de faire le tour de la Lune, tandis que l'objectif d'Artemis 3 sera directement l'atterrissage sur le satellite de la Terre. Après cela, la NASA prévoit de réaliser des projets encore plus ambitieux. Créer une sorte de station de recherche où il sera possible de rester pendant une longue période afin de mener diverses expériences, essais et ainsi de suite. Il convient de noter que l'on souhaitait déjà envoyer des astronautes à la surface de la Lune en 2024, mais en 2021, après de sérieuses discussions, il a été décidé de reporter une mission d'une telle envergure. Le rythme de préparation ne correspondait pas au délai fixé. En conséquence, nous avons obtenu une nouvelle date. 2028. En même temps, la Maison-Blanche leur a ordonné d'accélérer. Ces dernières années, l'intérêt des Américains pour la Lune a commencé à croître, ainsi que le désir de raviver l'esprit de l'époque où les gens suivaient, avec enthousiasme, l'alunissage du premier équipage. Revenons au module d'Artemis 3. La mission prévoit d'atterrir un engin avec des astronautes près du pôle sud lunaire. Les astronautes devront effectuer 4 sorties directement à la surface du satellite de la Terre. L'objectif principal est d'étudier le relief, de réaliser divers essais, de collecter des échantillons de glace d'eau, ce qui est une tâche assez difficile. Avant de commencer une mission aussi importante, il était nécessaire d'effectuer 2 vols d'entraînement afin que tout se passe bien lors du vol réel. En 2022, le premier vol d'essai a eu lieu et le deuxième est prévu pour 2024. Si lors du premier vol, il n'y avait pas d'astronautes à bord, l'année suivante, ils seront présents. La préparation de la mission progresse bien, la NASA travaillant à un rythme accéléré.
Le module de descente de la mission Artemis doit être entièrement construit 2 ans plus rapidement que le délai habituel pour des modules similaires dans le cadre d'autres missions. La conception d'un tel engin est encore plus complexe, car il doit permettre de transporter avec succès les astronautes sur la Lune. Le manque de financement par moment et le coronavirus sont devenus des obstacles sur la route d'Artemis. La rapidité avec laquelle la préparation de la mission sera achevée dépend non seulement du travail directement lié à celle-ci, mais aussi du succès d'autres projets de la NASA liés à l'exploration de la Lune, comme les stations orbitales. Certains projets, comme la création de la fusée porteuse du vaisseau spatial Orion, subissent des retards. Nous espérons que dans quelques années, nous suivrons le déroulement de la mission avec enthousiasme, avec une agréable excitation, comme l'ont vécu les gens dans les années 60 du siècle dernier. Qu'en pensez-vous? Quand les astronautes iront-ils sur la Lune et où voir la retransmission en direct? Le temps, une grandeur absolue. C'est l'avis de l'immense majorité des physiciens. Peut-on vraiment leur faire confiance? Sont-elles fiables? Essayons de démêler cette question complexe. Depuis l'enfance, nous avons l'habitude de diviser les heures en minutes, qui à leur tour sont divisées en secondes. Nous comptions les mois pour faire des années et des décennies. Il nous semble qu'autour de la maison, il y a des arbres, des voitures, des gens, le ciel étoilé et rien d'autre de remarquable. Mais tout cela dérive lentement et doucement sur le fleuve invisible et éternel du temps. Mais est-elle vraiment éternelle? Quand viendra la fin du temps? Et que se passera-t-il après cet événement impensable? Beaucoup d'écrivains ont essayé de prédire ce qui pourrait arriver si l'on arrêtait, ralentissait ou inversait les lois du temps. Une œuvre intitulée « L'horloge qui marchait à rebours » d'Edward Mitchell qui a inspiré à Hollywood un film sur le malheureux Benjamin Button, né vieillard et mort nourrisson, aborde l'idée de ce qui se passerait si les gens pouvaient influencer le temps. Le sujet a été repris par Herbert Wells dans son roman « La machine à explorer le temps » et la nouvelle « L'accélérateur ultime ». Il est évident que rien de bon n'en est sorti, car les connaissances humaines sur le temps sont ridiculement minimes. Mais même dans leurs rêves et fantasmes les plus audacieux, les écrivains n'osaient pas arrêter le temps lui-même, ils imaginaient seulement des machines capables de voyager le long du continuum espace-temps. Ou des potions incroyables qui émoussent la perception du temps et, en réalité, trompent le cerveau. Selon la conception de la physique classique, le temps s'écoule de manière uniforme et éternelle. Seul le mouvement des objets varie, selon leur accélération ou ralentissement. L'échelle du temps est représentée sous la forme d'un axe de coordonnées avec des points correspondant à des instants précis. Les gens, au cours de leur courte vie, passent successivement d'un point à un autre. Et personne n'a encore réussi à enfreindre cet ordre établi, à l'exception des auteurs de science-fiction débordant d'imagination. En ce qui concerne les lois de la thermodynamique, elles défendent avec beaucoup de rigueur la direction et l'ordre du temps. Si l'on exagère un peu cette question, les scientifiques imaginent le temps comme une bibliothèque qui pourrait un jour s'effondrer. Si remplie de façon chaotique, il suffirait juste de remettre les livres à leur place pour rétablir l'ordre. Mais si les livres étaient rangés par couleur, la tâche devient plus compliquée. Mais si on ajoute à ce critère la taille, l'année de publication, le nom de l'auteur et d'autres paramètres similaires, alors ranger les livres deviendra une tâche très difficile. Autrement dit, selon les adeptes de la thermodynamique, si l'ordre temporel est perturbé, il sera extrêmement difficile de le rétablir. Mais ce n'est pas plus difficile que de mettre un like sous cette vidéo. Le temps s'écoulait bien avant la naissance de la première étoile. Il continuera de s'écouler même après la mort de notre galaxie, mais que se passera-t-il s'il s'arrête? Est-ce possible? On pense souvent que l'univers et le temps sont infinis. En prononçant ce mot, les gens ne comprennent pas vraiment son sens, car dans notre monde, tout a une fin et un commencement, et l'homme n'a tout simplement rien à quoi comparer cette notion inimaginable. Cependant, une chose peut donner une vague idée de l'infini fini. C'est difficile? En réalité, l'exemple est extrêmement simple. C'est une sphère. Si nous cherchons ses limites, cela n'a aucun sens dès le départ, donc, en ce qui concerne les limites, il est infini. Mais en même temps, sa surface aura toujours une valeur finie. Il est possible qu'il en soit de même pour le continuum espace-temps. Une hypothèse évoque la congélation du temps pour illustrer les derniers jours de l'univers.
L'une des théories de l'Apocalypse suggère que, peut-être, le temps s'arrêtera et qu'une succession infinie d'instants se transformera en un seul et unique moment figé pour toujours, comme sur une vieille photo. Il durera éternellement. Tout ce qui devait vous arriver se produira forcément de nombreuses fois. Il n'y aura ni vieillesse, ni mort. Un seul instant infini. Du point de vue humain, cela ressemblera à une immortalité enfermée dans une seule goutte de temps, qui est éternelle. Le paradoxe, c'est que l'homme ne comprendra même pas que le temps s'est arrêté. En attendant, nous pouvons mesurer à l'infini cette grandeur qui reste encore incomprise. Car c'est la seule chose qui reste aux hommes. En effet, on ne peut pas goûter le temps, le décomposer en atomes, ni l'étudier au microscope. Nous le divisons en fragments, appelés secondes, pensant que plus rien ne peut nous surprendre. Cela rappelle l'assurance d'un élève débutant qui, après sa première syllabe lue, croit déjà tout comprendre. Espérons qu'avec le temps, l'humanité deviendra de plus en plus érudite, car il reste tant de choses incomprises et inimaginables à découvrir. C'est pourquoi il est essentiel de nous soutenir en t'abonnant à la chaîne et à notre page. Tous les liens sont à l'écran et en description. L'avenir de la chaîne dépend uniquement de toi. Abonne-toi, abonne-toi.